Voilà, alors je vais pas parler très longtemps parce que la vedette, c'est Constance, pas moi. Mais je suis là quand même pour un peu expliquer ce qu'on essaie de faire, puis tout remettre dans un contexte donc, plus général, plus global. Euh, donc en fait, on inaugure là les leçons du mardi. Euh, qui ont été organisés donc, par le DPEA, le DPEA Architecture Post-Carbone. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une formation donc, de troisième cycle. Physiquement, on est en bas de l'école, un peu dans les oubliettes de l'école, au fond, en bas. C'est une formation qui est toute jeune, qui a 3 ans, 4 ans maintenant, on a été quatrième promotion, et qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux conditions dans lesquelles on peut produire de l'architecture, qu'est-ce qui transforme la fabrication de l'architecture dans un environnement extrêmement changeant, avec des conditions qui se transforment, qui sont pleines d'incertitudes et sans doute quand même un peu de crise. Alors c'est quoi ce changement? Ce changement peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu quelqu'un qui s'appelle Mathieu Ozano, qu'on a fait venir à plusieurs reprises à l'école, qui est journaliste, spécialiste de l'énergie. Il tient un blog dans le journal Le Monde qui s'appelle Oilman. Il s'intéresse au pétrole et aux questions du pétrole. Il a écrit un livre extrêmement intéressant qui s'appelle L'or noir, dont je peux que vous recommander la lecture parce qu'il est vraiment un livre d'histoire des 150 dernières années qui en même temps qui nous raconte quelque chose, et aussi une sorte de livre dont on tourne les pages avec anxiété pour savoir ce qui va se passer après, et qui raconte l'histoire en gros de 1850 à maintenant, à travers le filtre du pétrole, et qui montre comment le pétrole nous a toute cette énergie extrêmement bon marché, extrêmement abondante, au moins à ce moment-là, nous a permis de connaître des transformations énergétique, économique, démographique, agricole, en termes de nourriture urbaine, etc., absolument phénoménal. C'est-à-dire qu'il y a un développement au sens économique du terme extrêmement fort, mais que peut-être on a atteint une limite dans ce développement, et que donc les effets contrastés de cette énergie extrêmement abondante, parce qu'elle n'a pas que des vertus, comme on va le voir dans 2 minutes, de toute façon, ils sont en train de basculer. On pourrait dire peut-être la fête est en train de se terminer. Et donc effectivement, là aussi, j'enfonce certainement des portes ouvertes, changement climatique, épuisement des ressources, non seulement énergétiques, mais aussi en termes de matériaux. Donc, crise énergétique, avec tout ce qui s'ensuit, crise énergétique, donc d'un seul coup, le moteur de toute cette économie florissante ralentit, donc crise économique, donc tension, conflit et également crise climatique, changement climatique, migration, tout ça c'est l'actualité qu'on peut voir tous les jours, qui est mue par toutes ces conditions-là. Et évidemment, à ces crises s'ajoute évidemment un composant politique, parce que les sociétés réagissent à ces tensions, à ces crises, à ces pressions, et on le voit hier avec le Brexit, aujourd'hui avec les élections américaines, demain avec les élections en France, où effectivement les extrémismes ont tendance à remonter à la surface, extrémismes qui se nourrissent des angoisses autour de la crise, autour du changement, autour des migrants, qui sont souvent un point de fixation, qu'il s'agisse du Brexit, qu'il s'agisse de Trump, ou qu'il s'agisse de notre marine nationale. C'est pareil, ça crispe et ça focalise de l'angoisse autour de crises qui trouvent leurs origines bien en amont de ces mouvements de population. Alors, pourquoi parler de tout ça dans une école d'architecture? À quoi ça sert? Alors,
Peut-être pour se dire que d'abord l'architecture, elle est engagée dans la ville, dans la police qui a donné son nom au sens grec, hein, pas avec un CE, donc dans la cité qui a donné son nom en grec à la politique. Et puis peut-être aussi pour se dire que tout simplement, l'architecture, par exemple, si on s'intéresse simplement à l'énergie, on sait que le secteur du bâtiment, nos bâtiments, contribuent à plus de 40% des émissions de carbone d'un pays comme la France. Donc le secteur dans lequel on travaille, dans lequel vous êtes appelé à travailler, dans lequel vous intervenez, il est lourdement, pas dire responsable, c'est pas une question de culpabilité, mais cause et aussi potentiellement donc source de réparation d'une partie des problèmes qui se posent au niveau de la société, au niveau des sociétés. Donc du coup, ça nous paraît pas seulement intéressant, mais carrément vital de se poser la question des changements qui pourraient intervenir dans la façon de faire de l'architecture à la lumière des changements qu'on voit arriver tout autour de nous. Donc tout autour de nous, c'était des crises multiples qui se déclenchent. Donc peut-être une façon de sortir des habitudes, des conventions, d'envisager d'autres façons de pratiquer, d'autres architectures au pluriel, parce qu'elles sont certainement effectivement plurielles, elles sont certainement variées, c'est une question un peu expérimentale, et c'est dans le fond, cette question-là, je pense, c'est la question de l'invention. Est-ce qu'on peut mettre l'invention dans les moyens et les méthodes de l'architecture aussi, en plus que de mettre l'invention dans l'objet architectural en lui-même? Est-ce qu'on peut inventer des façons de pratiquer qui soient intéressantes et adaptées à ces conditions changeantes? Sans faire une longue digression, il y a des parallèles qui sont évidents, des transformations qui sont évidentes, avec ne serait-ce que les sujets, le sujet de la dernière Biennale d'architecture à Venise, dont vous avez eu une restitution la semaine dernière, je crois, avec Frédéric Bonnet, ici même à l'école. Peut-être, même si le parallèle est un peu plus étiré, peut-être qu'il y a aussi une comparaison à faire avec les transformations qui essaye de se mettre en pied. Il y a beaucoup de dynamique en ce moment autour de l'enseignement supérieur qui affecte notre campus même sur des façons de partager les connaissances, de fédérer un certain nombre de choses, de peut-être fusionner un certain nombre d'établissements. Tout ça, c'est en discussion, qui reflète aussi les effets de la globalisation, la nécessaire transformation de la façon dont les connaissances sont partagées et dont les façons de pratiquer nos différents métiers doivent être transformées également. Donc, ces conférences, c'est le son du mardi, elles vont porter sur une série de sujets qui pourraient, à première vue, paraître un peu éclectiques, un peu dispersés, mais qui en fait sont toutes fédérées par cette question d'autres pratiques. Donc, quelles questions est-ce qu'on va regarder? Peut-être d'abord, pour commencer, la question des rôles professionnels, c'est-à-dire rôles professionnels pas forcément habituels, c'est-à-dire que ce qui sort de la question de la formation d'architecte, ce n'est pas forcément la licence, l'habilitation à exercer l'architecture en son nom propre. Il y a peut-être une variété beaucoup plus grande de pratiques, et c'est le cas par exemple de Constant, mais nous avons d'autres invités qui nous parleront de pratiques alternatives. Donc au-delà de ces rôles inhabituels, peut-être, et là aussi Constant, c'est aussi un exemple de ce type de transformation, des destinations inhabituelles. La globalisation de la crise, elle affecte pas simplement notre capacité à aller travailler dans les pays où les économies sont en train de bouillir, au Moyen-Orient ou en Asie, mais peut-être aller travailler dans des lieux où les besoins sont
tout aussi importants et les moyens beaucoup plus modestes. Et donc là aussi, beaucoup d'inventions, peut-être même plus d'inventions en fait, à trouver dans ce type de situation que dans des situations où finalement on est plus dans la reproduction de modèles existants que d'invention de nouvelles solutions et de nouveaux modèles. Donc, nouveau rôle, nouvelle destination, hybridation des savoirs aussi. Peut-être que la façon de regarder l'architecture comme une discipline centrée sur elle-même, bien sûr conserve ses valeurs, mais elle a besoin aussi, dans ces situations nouvelles, dans ce monde qui se transforme, d'aller puiser des sources d'inspiration et des sources de transformation aussi dans d'autres domaines. Donc c'est parmi les conférences les conférenciers qui vont venir pendant tout le semestre, on va avoir un certain nombre d'intervenants qui vont essayer de nous proposer d'autres modes opératoires. Donc, rôle nouveau, hybridation des savoirs, démarche bottom-up, comme on dit en français, démarche participative, implication d'autres acteurs que les acteurs conventionnels. Et puis, peut-être parce que l'architecture, ce n'est pas simplement d'aller ailleurs et puis d'agir avec des acteurs, de transformer les relations sociales autour de l'architecture, peut-être de regarder aussi des implications plus concrètes. De toute façon, la plupart de ces intervenants sont souvent très, très ancrés dans le concret, avec des interventions parfois modestes, mais toujours très, 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 très précises et très, très réalistes. Et donc, s'intéresser aussi aux transformations des moyens de réaliser l'architecture. Et notamment, on a parlé tout à l'heure des ressources et de leur étiolement, de leur épuisement. Il y a pas mal d'architectes ou de groupes d'architectes qui réfléchissent aux implications pas seulement techniques, pas seulement énergétiques, mais également profondément architecturales des stratégies de réemploi, des circuits de matériaux, de ce que deviennent les matériaux, de comment construire de façon à ce que les matériaux qu'on met en œuvre ne soient pas consommés une fois, mais soient réutilisables un certain nombre de fois. Donc voilà, tout ça, c'est un panorama un petit peu, comme je disais, un petit peu divers, un petit peu éclectique, mais qui, je pense, par toutes ces séries d'éclairages jetés dans une série de directions complémentaires, va décrire un tableau de potentialité pour l'architecture du futur. Donc, dans un certain nombre de conférences, donc nous allons avoir donc des ex-d'étudiants de l'école d'architecture, donc c'est le cas de Constance, ça sera aussi le cas de Laure Pédaud un peu plus tard. Des enseignants, enfin une enseignante de l'école de l'architecture, en l'occurrence Pascal Geoffroy, qui s'intéresse au bidonville en tant qu'objet architectural aussi, en tant qu'un peu dernier degré de l'habitat, mais aussi premier degré de l'habitat, donc souvent considéré simplement sous l'angle de son insalubrité et de la problématique sociale qu'il cause, et qu'on peut peut-être regarder de façon plus positive, comme une façon de prendre une situation extrême de logement et d'abri en main, donc ce qu'elle fera. On va également faire venir Patrick Bouchin, qui va nous parler du permis de faire, qui donc réfléchit également à la fabrication de l'architecture par d'autres organisations que le simple système du maître d'ouvrage qui passe une commande à un architecte, qui ensuite le transfère à une entreprise qui va réaliser l'ouvrage. Donc, comment impliquer les acteurs de la vie transformée par l'architecture,
comment peut-être même transformer les situations réglementaires qui s'opposent à ce genre de pratique. Ce sont un peu des problématiques qui sont au cœur de ce qu'il va nous parler. On va parler, le groupe 14 viendra nous parler de son travail autour de la co-construction et donc du partage des pratiques, quelque chose aussi qui n'est sans doute pas très différent de ce que propose Patrick Bouchain. On n'est pas tout à fait sûr, mais on ne désespère pas de réussir à faire venir encore un groupe qui s'appelle B2P, Bridges to Prosperity, qui est un groupe, une ONG, qui travaille dans des pays en développement à désenclaver des tout petits villages, toutes petites communautés qui sont isolées des services essentiels comme la santé, l'éducation, etc., par des obstacles géographiques, et donc qui autoconstruisent, qui aident la population à autoconstruire des ponts et des passerelles pour franchir ces torrents, donc travaillent en Asie, en Afrique et en Amérique centrale. On va faire intervenir, là aussi, on n'est pas encore tout à fait certain de réussir à avoir la confirmation, mais on a bon espoir de faire venir Mario Cucinella, qui est un architecte italien, qui a beaucoup travaillé dans le domaine environnemental et qui progressivement, en partant peut-être d'une question plus, disons, technique, ou une approche plus technique de l'architecture environnementale, s'est intéressé aux dimensions sociales et humanitaires, et donc travaille notamment pour les Nations Unies. Il construit une école en Palestine en ce moment, dans ce cadre-là, qui est évidemment en même temps une empreinte énergétique extrêmement faible. Et puis, autour de la question des matériaux, qui traverse de toute façon toujours ces pratiques, on va faire venir deux groupes. L'un qui s'appelle Encore Heureux, qui est un groupe d'architectes qui travaille beaucoup à la question de la matière, qui a participé au montage, qui a fait partie de la conception d'une expo qui a eu lieu il y a quelques années en arrière au pavillon de l'Arsenal, qui s'appelait Matière Grise. Et puis finalement, le groupe d'architectes belges, Rotor, qui travaille aussi sur les flux de matériaux à travers l'industrie, donc qui travaille non seulement sur leur réemploi, mais peut-être les qualités architecturales, tactiles, qui proviennent du réemploi, un peu dans une démarche un peu rigélienne, où les traces de l'utilisation de ce matériau préexistante à son installation lui apportent une réelle valeur architecturale et plastique. Je crois que j'ai oublié personne. Non, c'est tout, c'est bon. Ouais. D'accord, donc voilà à peu près le programme. Je ne vous les ai pas donnés forcément dans l'ordre parce que je ne l'ai pas complètement clair dans ma tête, mais vous devriez voir tous ces gens-là si vous venez à toutes les leçons du mardi. Donc il ne me reste plus qu'à présenter Constant Janer, qui est, vu l'accueil que vous lui avez fait tout à l'heure, je pense connu au moins d'un certains d'entre vous. Donc Constant a fait toutes ses études à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. C'est dire s'il a été bien formé. Et donc après, il a justement choisi de pas forcément suivre une trajectoire conventionnelle. Peut-être, je devrais ajouter quand même un peu fièrement quand même que c'est un produit de la première promotion du DPEA, entre autres. Et donc après le DPEA, il est parti, il avait tellement marre de Marne-la-Vallée, loin, au Népal, en Inde, où il a passé donc 9 mois à travailler dans des associations à but non lucratif autour de questions architecturales, voilà, dans des pays où la construction est extrêmement difficile. Alors ce premier séjour s'est achevé de façon un peu même franchement dramatique avec le tremblement de terre de Katmandou, donc il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans maintenant, c'est ça. Et puis donc Constant est reparti au Tadjikistan pour travailler dans une ONG
qui travaille justement aussi sur des questions d'architecture et d'énergie, donc en Asie centrale. Et donc il est de retour. Et donc c'est de ces expériences qu'il va nous parler maintenant. Donc je vous propose de l'accueillir chaleureusement. Bon, merci beaucoup d'être venus tous. Merci à Jean-François de m'avoir invité. Alors, je vais vous parler de mon parcours un peu, synthétiquement. Je vais essayer d'être synthétique, ça va être un peu compliqué. Alors, la question, les questions que je me pose un peu depuis le DPEA, voilà, c'est comment arriver à créer une architecture participative, locale, donc par local on sous-entend aussi soutenable pour l'environnement, donc à faible empreinte écologique. Donc quel processus, parce que peut-être qu'il n'y en a pas qu'un, enfin en tout cas moi je ne vais pas vous présenter une méthodologie bien définie qui marche bien, c'est pas du tout l'objectif, mais plutôt des exemples, voilà, à travers les exemples sur lesquels j'ai pu travailler jusqu'ici, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment on peut améliorer ces questions, etc. Alors, comme l'a dit Jean-François Blassel, donc moi effectivement le DPEA je l'ai fait directement après le diplôme d'architecture. C'était la première année. Moi ça a vraiment été, là je vais prêcher pour ma paroisse, hein, mais ça a vraiment été l'année charnière, dans le sens où tout ce que j'ai fait après, ce que je fais maintenant et les questions que je me pose, même pour pour l'avenir, c'est directement lié à cette année. Donc pour la MSP, donc la mise en situation professionnelle du DPEA, je suis parti en Inde. C'était pas vraiment prévu, ça s'est fait un peu comme ça. Donc la structure s'appelait Arkai Platform. Donc c'est une organisation à but non lucratif, mais qui travaillent pas nécessairement dans l'humanitaire. Ils sont plutôt leur problématique, c'est les matériaux locaux, l'implication des communautés locales dans le processus de projet. Voilà, ils travaillent beaucoup avec le gouvernement. Donc le boss de cette structure, il est hollandais à la base. Il s'appelle Anne Venstra. C'est lui qui a remporté avec d'autres le prix Architecture Développement Durable en 2012 à la Cité de Chaillot. C'est comme ça que j'ai pu connaître son travail. Bon, faut que j'aille vite. Donc du coup, ça c'est une photo du site. C'est dans le Pendjab. Donc le Pendjab, c'est au nord-ouest de l'Inde. C'est pas très loin de la frontière avec le Pakistan. Donc le projet c'était une commande en fait du ministère du Tourisme du Pendjab. Qui voulait promouvoir un site écotouristique parce qu'en fait ce marécage, donc marécage de Harike, il y a une biodiversité assez incroyable. Il y a des dauphins d'eau douce, des types d'oiseaux, d'insectes, il y a une biodiversité très riche et du coup donc le site est protégé par l'équivalent des eaux et forêts indiennes. Et du coup, pour un peu promouvoir ça, le ministère du Tourisme a décidé de développer un projet écotouristique, donc comprenant entre autres un nature center, donc un petit restaurant et puis tout un certain nombre de composants autour du site. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et du coup, ils ont demandé, donc ça a été une commande qui a été adressée directement à Arkai Platform, donc la structure pour laquelle je travaillais. Du coup, les contraintes, le cahier des charges un petit peu du projet à la base, c'était donc d'avoir une empreinte écologique le plus faible possible par rapport au projet qui va être développé, d'impliquer les communautés locales dans le processus de projet, de ne pas toucher, c'est-à-dire de ne pas sectionner d'arbres, c'est-à-dire qu'on n'avait vraiment pas le droit, l'intervention devrait vraiment être assez légère. Donc ça c'était un peu le cahier des charges de début. Ensuite donc Pendjab, majorité sikh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'Inde, bref. Donc la culture pendjabi, pas loin du Pakistan donc. Et là c'était des artisans donc d'un village qui borde le marécage.
qui fabriquent des barques. Donc voilà, donc on allait les rencontrer. Donc en fait, ouais, ce qui était un peu gênant, c'est que la boîte était à Delhi et le site de projet, c'est à 10 heures de voiture au nord, donc on ne pouvait pas se rendre sur le site fréquemment. Du coup, à chaque fois qu'on y allait, l'idée c'était de faire remonter un maximum d'informations concernant voilà, ces artisans, quels étaient. Donc là, par exemple, on voit leur atelier, donc quels sont les bois qu'ils utilisent, les essences, leurs propriétés mécaniques, pourquoi ils les utilisent, les quantités qu'ils peuvent voilà, avoir en stock, les moyens de découpe, les techniques d'usinage, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de faire remonter l'information pour être, voilà, informé au mieux de la situation. Et ensuite, après, donc ça c'est une coupe schématique du projet. Donc voilà, il y a dans les composants, là il y avait l'espèce de Nature Center, un petit café, une cuisine, etc. Bon, c'est un bâtiment assez, enfin c'est pas un énorme bâtiment. Le climat, donc c'est voilà, il y a la mousson, donc il faut ventiler, il fait assez chaud et humide une certaine période de l'année. Ensuite en hiver, bon, c'est pas la Sibérie, mais il fait frais quand même. Du coup, un des postulats de départ, c'était de développer voilà, du tirage thermique avec une ventilation naturelle. Donc par exemple là, l'idée c'est d'avoir l'entrée d'air, donc qui se fera aussi par les portes, et puis d'avoir un dôme suffisamment haut pour qu'en été la chaleur monte et que du coup on n'est pas trop chaud. Que pendant la mousson, vous ventilez au maximum pour pas que l'humidité vous perturbe. Voilà. Donc ensuite en 3D, je leur avais fait un petit grasshopper pour calculer les consommations. Une vue déjà d'ensemble parce que c'était enfin le boss. Alors excusez-moi. Donc comment ça fonctionnait? Grosso modo, c'était encore très agence d'archi dans la mesure où voilà le boss venait, il donnait ses directives. Nous après on devait on devait gérer le schéma grosso modo. Donc c'est vrai que voilà, on est parti plus ou moins sur les directives que lui nous donnait. Donc je vais vous montrer des photos de chantier. Donc là, c'est un chantier qui n'est pas encore fini, mais mes collègues m'ont envoyé des photos de chantier. Donc des petits bâtiments comme ça, circulaires. En fait, c'est des dômes, comme vous avez pu le voir sur la 3D. Donc en briques pleines. Ensuite, là, vous voyez la structure métallique, donc en tubulaire. Monter directement, enfin soudé sur le site. Et puis voilà, donc la charpente métallique. Ensuite, on monte la charpente sur la base brique. Voilà, et ça c'est l'étape où ils en sont actuellement. Donc la critique qu'on peut avoir par rapport à ça, enfin si je prends du recul maintenant par rapport à ça. Là, je ne sais pas comment ils vont gérer la couverture du toit. L'idée, c'était que les artisans que je vous ai présentés tout à l'heure réalisent la couverture, parce que c'est des gens qui gèrent tout ce qui est courbure de bois. Mais du coup, là, enfin, moi, je sais que quand je suis parti, si vous avez vu la 3D, on était parti sur quelque chose de facettisé. Du coup, on perd un peu... Enfin, j'ose espérer qu'ils vont se débrouiller pour avoir un dôme avec du bois courbé au final, parce que sinon, en fait, ça reviendrait à impliquer des communautés, mais ne pas vraiment tirer tout le savoir-faire, extraire tout leur savoir-faire. Donc la limite de l'exercice, on se rend compte que bon, enfin, il y avait d'autres contraintes, mais voilà, le fait d'impliquer les communautés uniquement dans la réalisation du truc sans vraiment les consulter en amont et avoir une vraie discussion pour avoir une co-conception du projet, ça amène des questions. Voilà, est-ce que la charpente métallique était la meilleure des solutions? Est-ce qu'une charpente bois aurait pas fait l'affaire? Enfin voilà, toutes ces questions, je dis pas que ça c'est mauvais, je dis juste que la manière, le processus dont on a développé le projet a fait en sorte qu'on ne s'est pas posé un certain nombre de questions qui, à terme, auraient pu voilà, peut-être limiter l'empreinte écologique du projet. Donc ensuite, j'ai travaillé là-bas avec un visa touriste, donc illégalement, payé au black. Ensuite, on m'a dit, voilà, tu peux continuer au Népal, parce que le boss avait deux antennes, une à Delhi, une à Katmandou. Donc au Népal, donc ça c'est le site de projet, enfin la vue depuis le site de projet. Et là le projet c'était pareil, une commande en fait. Là le commanditaire était privé,
C'était une professeure népalaise qui avait travaillé aux États-Unis, qui est rentrée au pays et qui voulait monter une espèce d'école, alors pas type Montessori, mais une école, voilà, pour de la classe verte, j'en sais rien, des trucs de ce genre, pour voilà, prendre en charge les enfants de cette vallée qui est au nord de Katmandou et les sensibiliser aux problématiques environnementales, voilà, à la question du cycle de l'eau, du respect de la biodiversité, etc. Donc là, donc ça c'est ma collègue en train de présenter le projet aux habitants. Donc là c'est une maquette vraiment très schématique juste pour l'expliquer, voilà, le but du projet, les moyens qui vont être mis en œuvre, les enjeux du site et du projet. Et du coup, donc c'est un projet là pour le coup qui est sur les hauteurs de collines, du coup assez difficile d'accès. On pouvait pas acheminer de matériel mécanique, donc pas de tractopelle, ni de bulldozer, ni rien. Du coup, le projet est vraiment... enfin, vous allez voir, du coup, on était en mode scie, hache et tronc d'arbre, quoi. Donc, il y avait plusieurs composants. Donc, le premier, c'était une salle de classe semi-ouverte. Voilà, une petite structure bois avec des fondations ici en pierre sèche et un mortier de terre. Là, pour la couverture, on a fait donc là, oui, la différence avec l'Inde, c'est qu'ici, on travaillait directement sur le chantier. Donc, il y avait d'autres, voilà, cette antenne à Katmandou avait d'autres projets en cours. Moi, j'ai été affecté sur celui-ci. Et du coup, là, donc une partie de l'équipe, on vivait là-bas, voilà, on travaillait avec les ouvriers, on discutait avec eux. Enfin, moi, je me faisais traduire, mais effectivement, eux parlaient à mes collègues et expliquaient. Voilà, on travaillait vraiment avec eux pour définir, voilà, des types d'assemblage, des procédés de faire, etc. Donc, eux sont de la région, ils sont de la vallée, ils connaissent bien les matériaux, etc. Les matériaux, ils viennent de pas très loin, comme vous l'avez vu, l'arbre, il vient de la forêt qui est là. Les pierres, pareil. La terre, pareil. Donc dans ce cas-là, l'empreinte est assez faible. Ensuite, donc ça c'est la couverture en phase de finition. Donc là, là il y avait donc à la fin des contraintes de budget. Donc là par exemple, donc ça c'est des branches au fait parce que il y avait plus assez de tasseaux pour finir. Du coup, on s'est un peu débrouillé avec ce qui restait. Au final, bon, ça donne un aspect qui est pas, enfin, ça aurait pu être pire. Voilà, ça c'est un autre composant. Donc c'est des toilettes sèches. Donc pareil, pierre sèche, enfin mortier de terre avec une petite structure. Ça c'est un test pour la structure bambou. Au final, ça n'a pas été réalisé comme ça avec une couverture paille. Du coup, alors en fait, vu qu'on était sur site directement, on pouvait se permettre de tester des choses à échelle 1 directement. Par contre, effectivement, donc là c'est vrai qu'au niveau des proportions, on n'était pas terrible. Et du coup, ça c'est après le tremblement de terre. Donc, enfin, vous allez me dire, c'est peut-être pas très malin de ne pas avoir pris en compte les contraintes sismiques. Effectivement, c'était pas très malin. Bon, il n'y a pas eu de mort sur le chantier, si ça peut vous rassurer. Dans la vallée, ça a été autre chose, mais voilà. Donc les limites, là, si on prend du recul par rapport à cet exemple-là, les limites de l'exercice, c'est que autant en Inde, on était en partenariat avec un bureau d'études aussi, avec lequel on travaillait, où on envoyait les 3D, etc., donc quelque chose de mesuré, avec lequel on pouvait avoir un retour sur voilà, la stabilité, etc. Autant là, c'était plus en direct, si je peux dire. Bon, et voilà, les limites de l'exercice, c'est que des fois, enfin, on se rend compte qu'il faut vraiment incorporer tous les acteurs de la construction dans le projet. Donc ensuite, je suis rentré un peu, voilà, un peu brutalement, et je suis reparti ensuite. Alors j'étais déjà en contact avec cette ONG qui s'appelle le GRES, donc Groupe Énergie Renouvelable et Solidarité, qui a des antennes un peu partout, donc au Maroc, en Mongolie, etc. Et dont une au Tadjikistan. Donc juste pour que ce soit un peu plus clair, le Tadjikistan c'est là, parce que c'est vrai que voilà. Plus précisément, c'est là. Donc en fait, c'est au nord de l'Afghanistan et à côté de la Chine, quoi, grosso modo. Douchanbé, c'est la capitale ici. Donc c'est un pays très montagneux, c'est 93% de montagne et uniquement 7% de plaine. Donc voilà, 8 millions d'habitants, si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup d'eau, en fait. C'est vraiment
c'est le puits de l'Asie centrale. C'est-à-dire qu'après, tout le bassin versant de la Moudiara qui va jusqu'en Ouzbékistan, voilà, beaucoup de sources de toute l'Asie centrale proviennent de ce réservoir qui est le Tadjikistan, notamment du Pamir, qui est la région ici. Donc le GRS, qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est une ONG française créée entre les deux pics pétroliers. Ils sont implantés au Tadjikistan depuis 2011 et ils ont déjà développé sur place un certain nombre de projets. Donc là par exemple c'est une serre bioclimatique. Donc là par exemple en hiver vous bâchez, vous pouvez cultiver des vegetables, là, des légumes. Ensuite, vous avez du solaire passif, donc un peu le même principe, mais pour l'habitat. Donc là, en façade sud, donc pareil, la bâche en hiver, vous l'enlevez en été pour pas avoir de surchauffe. Les matériaux, donc bon, c'est rudimentaire, mais le contexte fait que voilà, on s'adapte. Ils ont également développé des poêles mixtes, donc cuisson et chauffage pour l'intérieur des maisons, et des poêles, donc ça s'appelle Nepali Stove. En fait, c'est assez intéressant. Vous avez une seule chambre ici de combustion, et en fait, donc le conduit, de conduit de chaleur remonte ici, redescend un peu, remonte ici, redescend un peu, remonte ici, etc. Donc, ce qui fait que si vous posez vos casseroles ici, c'est comme une plaque que vous pouvez faire chauffer plusieurs plats ou plusieurs casseroles avec un seul foyer, en fait. D'accord ? Donc voilà, donc ça, c'est les types de projets qu'ils ont développés. Moi, le projet sur lequel j'étais affecté, donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, le budget, c'était 420 000 €. Donc ça s'est échelonné entre le 1er juillet 2015 et il devrait se finir, Inch'Allah, le 31 décembre. Ensuite, les donateurs... donc vous avez la Fondation Abbé Pierre et l'AFD. Les partenaires locaux, donc, parce qu'il y a quand même des partenaires locaux, l'Université technique de Douchambé et le SRICA qui est voilà, une institution d'experts, ingénieurs, génie civil, thermiciens, etc. Du coup, voilà, donc les composantes. Il y avait trois missions principales sur lesquelles j'ai pu travailler. Un espace info-énergie, donc voilà, promouvoir l'efficacité énergétique au sein des logements pour le grand public, donc ça c'était à Douchambé. La deuxième mission, c'était conception d'habitat neuf énergétiquement efficace, donc là pour le coup en zone rurale. C'est cette composante-là que je vais développer plus en détail. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a fini le projet, la transmission des savoir-faire sous la forme de catalogues, etc. Et au niveau national, académique, etc. Donc cette composante-là, grosso modo, quel procédé, quel processus on a développé. On a commencé par une étude de contexte, voilà, bon ça c'est la base, où on a analysé un maximum, enfin on a tenté d'analyser un maximum de paramètres, donc climatiques, socio-économiques, géographiques, géopolitiques même. Enfin on a vraiment essayé de balayer tout le tableau. L'idée, c'est qu'à la fin de cette étude, la synthèse, l'idée c'était d'identifier des leviers d'action qui vont nous permettre après de nous servir de base pour le projet. Donc bien comprendre le contexte, ensuite un study tour en Asie centrale pour voir qu'est-ce qui existe déjà en termes d'efficacité énergétique. Donc des projets qui ont été réalisés entre autres par d'autres ONG, donc on a vu des trucs, enfin je vais rentrer un peu plus dans le détail plus tard. Ensuite, là, donc ça c'est le cœur du projet, donc la phase de workshop et de focus group, donc où là on a constitué une équipe, donc oui j'ai oublié de préciser au GRS, moi j'étais le seul architecte, comparé au Népal et en Inde où on était toute une équipe d'archi et de stagiaires, surtout de stagiaires d'ailleurs, mais là c'était vraiment des ingénieurs, et moi j'étais le seul archi, et l'idée c'était voilà, de créer une synergie entre les différents acteurs de la construction, d'impliquer également deux artisans. Donc dans l'équipe de base, il y avait voilà, donc mes collègues ingénieurs, thermiciens, génie civil, un architecte, un artisan pour chaque zone pilote, donc qui connaît le coin, qui connaît les matériaux, qui connaît les gens, plus un expert thermicien tadjik qui grosso modo fait partie du partenaire, donc le SRICA, pour nous donner le tampon, parce que c'est quand même l'ex-URSS, donc très bureaucratique, il fallait avoir les accords de tout le monde. Donc je vais revenir un peu plus loin, enfin je vais développer les points assez synthétiquement. Ensuite voilà, bon, la construction du projet, l'idée c'était de faire 2 maisons témoins qui vont servir, enfin 2 familles vont vivre dans les maisons qui sont quasiment finies.
Et ensuite, voilà, faire du monitoring, voir cet hiver si effectivement les gens vivent bien, s'il n'y a pas trop de déperdition thermique, si grosso modo on n'a pas fait des conneries, quoi. Donc, juste pour partir du contexte, je vais essayer d'être vraiment très rapide. Si vous sentez que c'est trop long, vous n'hésitez pas à me le dire. Je vais partir d'assez large. Donc le Tadjikistan, juste pour vous donner une idée, comme on a vu tout à l'heure, oui, c'était un pays où voilà, vraiment un puits, beaucoup d'eau. Ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de pétrole, ils ont très peu de forêts. Donc voilà, donc il y a vraiment pas grand-chose. Du coup, leur électricité elle provient à 99,74%, donc vraiment pour pas dire 100% de l'hydroélectrique. Donc les barrages. Et il faut savoir que 40% de cette énergie, elle va aller directement alimenter une énorme centrale de production d'aluminium qui est pas loin de la frontière ouzbek. Donc en sachant que même les matériaux, les matières premières de ce truc-là viennent même pas donc c'est pas tadjik. Donc voilà, les matériaux, donc ils importent les matières premières, l'électricité vient de là-bas et eux ils produisent, voilà. Donc si vous ajoutez à ça le fait qu'en hiver les rivières sont au plus bas parce que ça gèle, du coup on peut faire moins de tirage hydroélectrique, donc du coup vous avez 70% de la population qui subit des coupures d'électricité importantes. En sachant que voilà, c'est un pays, entre parenthèses, il y a quand même un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc surtout en hiver, c'est assez compliqué, surtout en zone rurale en fait. Juste un point par rapport, pour juste vous montrer que comme quoi tous les paramètres impliquent la vie des gens, même à l'échelle géopolitique. Le président tadjik a décidé donc de développer au maximum l'hydroélectricité. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous retenez l'eau en amont, ce qui fait que les Ouzbeks qui dépendent totalement de l'eau en amont ne peut plus irriguer ces champs, ou en tout cas beaucoup moins. Du coup, ce qui se passe, c'est que le président ouzbek, il a coupé le gaz en 2009. Il a dit « Ok, vous retenez l'eau, moi je vous file plus de gaz ». Donc du coup, il n'y a plus de gaz, enfin les gazoducs sont vides depuis 2009. Donc ça, c'est surtout à Douchambé et puis on va dire dans les gros bleds, parce que bon, enfin Douchambé c'est un bled, mais l'idée c'est de se dire que, voilà, tous les paramètres ont un impact, même sur des gens dans un bled, quoi. Du coup, comment font les gens ? Ils se rabattent sur des combustibles fossiles, donc le charbon. Tapak, c'est la bouse séchée, donc c'est des galettes que les gens font ou qu'ils achètent à leurs voisins. Ça marche aussi pour faire cuire le pain, etc. Du petit bois. Et il y a aussi, je ne l'ai pas mis, mais des tiges de coton, parce que c'était un pays producteur de coton sous la période soviétique. Il faut noter, donc voilà, presque 50% du PIB provient des fonds que les immigrés tadjiks envoient depuis la Russie. Donc, ça c'était en 2013, donc mais c'est énormissime. Hein. C'est redescendu à 28,8 en 2015. Pourquoi ? Parce que c'est la crise en Russie. La majorité de ces émigrés, ils sont travailleurs sur le chantier à Moscou, Novosibirsk, etc. Du coup, vu que c'est la crise en Russie et que les lois immigration sont plus compliquées, on va dire, beaucoup d'émigrés reviennent au pays et n'ont pas de travail. Donc la situation, elle est un peu étouffante, quoi, pour eux. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que justement, ça va impacter aussi sur la manière dont les gens construisent. Donc au Tadjikistan, c'est quasiment 80% d'autoconstruction. Du coup, les gens apprennent plus ou moins des techniques en Russie. Donc voilà, tout ce qui est construction en briques cuites avec du béton armé, etc. Ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire traditionnellement, on va dire, qu'ils apprennent en Russie et ils ramènent ce savoir au bled. Ensuite, par rapport au point politique, donc je crois que c'est le seul pays d'ex-URSS qui a connu une guerre civile malheureusement après la chute de l'URSS, donc 92. Donc voilà, ethniquement, il y a pas mal. Donc la population est majorité musulmane à 95%, mais voilà, il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des ismaélites. Il y a une mosaïque de peuples, c'est assez complexe. Donc le fameux président qui a un peu, lui, alors pourquoi il est président ? Parce que justement c'est lui qui causait à tout le monde et il a un peu mis tout le monde autour d'une même table. Il a dit bon, ok, comment ça marche ? Donc depuis, en fait, il est resté sur la même table. En fait, il est toujours là. Voilà.
Vous noterez également qu'ils utilisent le cyrillique, mais la langue est d'origine persane. Enfin, ça descend du perse. Donc, faut que j'aille vite. Là, c'est le site. On avait 2 zones pilotes. Donc, une, Jamoat, ça veut dire la communauté de communes, grosso modo. Donc, on travaillait dans 2 communautés de communes, une à l'ouest de Douchambéry, une un peu plus au sud. Donc, une assez bien irriguée, l'autre, vous voyez, pas trop de cours d'eau, donc très très sèche. Donc il y a la contrainte de l'hydrographie qui impacte. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette Jamoat ici, il n'y a pas de problème d'accession à l'eau, alors qu'ici, voilà, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent. Ça, c'est une vue du site. Donc par exemple, si je me mets ici et que je regarde dans cette direction, voilà, ça donne ça. Ça, donc par rapport à l'analyse climatique, je vous ai mis un diagramme psychrométrique. Donc là où vous avez la température, l'humidité et le point de rosée. Donc grosso modo, en quoi c'est intéressant? Parce que si on analyse que la température seule et qu'on n'a pas l'humidité en même temps, on peut de dire qu'il fait 35, s'il fait 35 avec 90% d'humidité ou 50, ça va pas du tout être les mêmes conditions. Donc ça c'est le DPEA qui m'a appris ça. Bref. Donc ça c'est en fait, et voilà, et du coup là ça va être votre zone de confort. Donc c'est à dire que ici grosso modo cette période là de l'année, c'est là où vous avez pas besoin, enfin où vous êtes bien quoi. Donc là qu'est-ce que ça nous apprend? Ça veut dire, donc plus on a de points qui s'éparpillent comme ça veut dire qu'on va avoir ici des hivers froids et humides avec des étés plutôt chauds et secs. Ensuite, étymologiquement, je tenais à parler de ça parce que c'est assez intéressant. En fait, dans le vocabulaire, en fait, Rona, c'est la maison, c'est aussi la chambre, en fait. Donc, au début, quand on organisait les interviews, c'était assez perturbant parce qu'on demandait aux gens combien vous avez de chambres. Ils nous disaient, je sais rien, 5. Après, on leur demandait combien ils avaient de maisons. Ils disaient 12. Alors, on comprenait pas. Et en fait, maison, ça veut dire chambre. Enfin, c'est le même mot, en fait. C'est l'espace. Donc, pour préciser ça, par exemple, Hoche Rona. Hoche, c'est le plof, donc c'est le plat que vous pouvez pas le louper. Du coup, littéralement, la maison du plof. Donc, à l'extérieur, ça va être le restaurant. Si vous baladez dans la ville, vous allez voir Hoche Rona, ça veut dire le restaurant. Mais si vous êtes chez vous, ça va être la cuisine. Vous voyez le truc? Pareil avec Mehmon Rona. Mehmon, c'est l'invité. Du coup, Mehmon Rona, littéralement la maison de l'invité. Du coup, voilà, dans la rue, si vous voyez marqué Mehmon Rona, ça va être l'hôtel ou l'auberge. Mais chez vous, ça va être la pièce, juste une pièce pour l'invité. Bon, c'est un petit détail, mais c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet de comprendre comment les gens utilisent leurs espaces. Choy Rona, la maison du thé. Voilà, donc très schématiquement, une maison de style tadjik, très 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 schématiquement. Là, vous avez le corps principal. Donc là, il va y avoir par exemple 3 Rona, donc 3 chambres. La cuisine d'été, donc la cuisine à l'extérieur, salle de bain à l'extérieur, les toilettes toujours le plus loin possible, et puis des espaces des débarras ou des rangements. Au milieu, ça arrive que les gens aient des zones pour pouvoir cultiver, et puis il y a le portail. Alors ça, c'est c'est important, le portail, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas avoir fini la maison, mais le portail va être... Enfin, ce qu'on donne à voir à l'extérieur, c'est dans la culture très important. Donc voilà, donc sur le site, ça donne ça, grosso modo. Donc là, vous reconnaissez le corps principal avec une véranda. Ici, un débarras, la cuisine à l'extérieur, la salle de bain et voilà, la salle de bain, la petite zone pour cultiver derrière et les toilettes, on ne les voit pas. Un autre exemple, donc ça c'est une maison, voilà, donc là assez bien orientée pour le coup, plein sud. La véranda est ouverte, il y a une double véranda, on va le voir plus loin. En fait, là, c'est une pièce encore d'accueil entrée. Ici, la Mehmon Rona, donc la maison, la chambre d'invité. Voilà. Donc là, il n'y a que des pièces à vivre, on va dire. Ça, c'est un autre exemple où la véranda a été... donc, ils ont mis une toile, on va voir, depuis l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça permet naturellement de créer un espace tampon entre l'intérieur et l'extérieur quand il fait froid. Puis la luminosité est c'est assez intéressant. Là, c'est dans une véranda fermée. Donc ça c'est le Tapchan. Donc Tapchan c'est la plateforme où les gens vont boire le thé, manger, etc. Et qui donne accès, à chaque fois vous avez cet espace tampon après qui donne accès à chaque fois aux pièces à vivre. Donc des fois il y a des situations où c'est compliqué. Là par exemple tous les hommes sont en Russie en train de travailler, les femmes
se débrouillent comme elles peuvent au Tadjikistan. Là, vous voyez, donc c'est dans la zone, on peut remarquer la gouttière en bouteille plastique pour récupérer un maximum d'eau. Donc là, on est dans la zone où voilà, l'eau est un problème, est un gros problème. Donc là, par exemple, à l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de table, pas de chaise, c'est très épuré, on ne voit pas très bien là. Donc voilà, des tapis, des kourpachkas, c'est pour s'asseoir, être confortable. Le mode de chauffage, donc très rudimentaire, un petit poêle qui est pas vraiment efficace du tout, beaucoup de perte de chaleur. Donc voilà, ça c'est les conditions de base. Là, c'est le plan de la maison. Alors, c'est le plan de cette maison-là. Donc, on reconnaît, voilà, le porche, si je peux dire, la première véranda, et ensuite, ça va être donc là, la Mermontrona, chambre d'invité, et ensuite 2 chambres. Donc, en fait, vous voyez, les 2 chambres, à chaque fois, c'est très épuré, il n'y a pas de mobilier dedans. Et ensuite, donc, les Tadjiks, entre eux, ils savent, pour comparer le niveau de richesse, un peu, si je peux dire, ils vont demander, voilà, la question c'est combien vous avez de chambres chauffées en hiver, parce qu'ils vont pas chauffer, si vous avez les moyens, vous chauffez toutes les chambres, si vous avez moins de moyens, vous chauffez une chambre, et l'ensemble, donc voilà, la configuration de l'espace et l'organisation de la vie quotidienne en hiver se fait en fonction, voilà, du budget que vous pouvez mettre dans le charbon. Donc là, par exemple, il y avait 5 personnes en hiver qui vivent dans cette même pièce pour voilà, limiter les consommations maximales. La cuisine d'été, donc là, vous avez le tandoor, c'est pour faire chauffer le pain, et puis les dekdon, donc c'est les fours traditionnels. Donc vous voyez, c'est rudimentaire. On vous posez la casserole de plof, là, vous chauffez, et puis c'est fini. Donc là, pareil, beaucoup de pertes. Voilà, la biomasse pour faire chauffer ça. Ensuite, les matériaux, comment ça se passe, comment ils construisent. Donc, ils ont, principalement, c'est en terre crue. Là, pareil, l'usage du matériau va déterminer un peu votre classe sociale, si je peux dire. Ceux qui reviennent de Russie et qui ont les sous, ils vont utiliser du parpaing. Voilà, même si les propriétés thermiques vont être moins efficaces que de la terre crue, voilà, bon, au niveau de l'idée reçue, avoir du parpaing, c'est je reviens de Russie, j'ai des sous, etc. Sinon, on se rabat sur du loy block. Donc, loy, c'est la terre. Donc là, c'est des blocs de terre qui font 35. Donc sur une base, donc là, c'est pas une chape ni un radier, c'est vraiment, on va dire que c'est des semelles filantes en béton, c'est juste en dessous les murs. Donc après, le sol, c'est de la terre battue. Après, vous pouvez mettre un revêtement ou ce type de choses. Et la deuxième technique, toujours en terre crue, ça s'appelle porsa. Bon, c'est plus ou moins l'équivalent du pisé. Donc en fait, vous faites des boules de terre que vous malaxez, que vous empilez, voilà, donc vous faites couche par couche. Ça peut être des couches soit de 60 cm, soit d'1 mètre, ça dépend des villages. Et après, donc là, le chef, ce qu'il fait, c'est j'ai oublié le mot. Enfin, vous avez compris ce qu'il fait, quoi. Voilà. Il aplanit le mur pour avoir des surfaces plus planes. Donc, il n'est pas obligé de le faire non plus, ça dépend. Là, par exemple, il l'a fait juste sur les tranches. Et là, vous voyez plus ou moins les boules à l'état pur. Et vous devinez également, vous voyez ces lignes, ça indique l'épaisseur à chaque fois des couches qui s'empilent. Donc ça, c'est des projets qu'on a vus en construction, mais qu'on n'a pas réalisés. Hein. Donc la synthèse de cette étude, donc déjà le climat, ne pas se focaliser uniquement sur les contraintes hivernales, donc le froid, etc., mais également les surchauffes en été, parce qu'on a vu que le climat est assez chaud et sec en été. Donc combiner les deux, avoir un projet adapté au budget des familles à chaque fois, et puis également prendre tout ce qui va être bon du style, on va dire, du Russian style, donc ce que les techniques que rapportent les ouvriers au Tadjikistan, il n'y a pas que du mauvais, hein, il y a des savoir-faire qui sont intéressants, donc prendre ce qu'il y a de bon dans cette technique-là, prendre ce qu'il y a aussi de bon dans le style traditionnel, parce que par exemple par rapport à la masse thermique, ça vous parle tout ça, hein, tous ces trucs-là, voilà, prendre vraiment tout ce qu'il y a de bon à prendre. Ensuite, donc, par rapport au study tour, donc là on a vu, donc ça c'était un exemple au Kyrgyzstan donc c'est la GIZ, je crois, donc une ONG allemande si je dis pas de bêtises, qui avait développé une maison à ballot de paille, pas loin de la frontière tadjik. Donc à la base c'était fait pour une maison, au final bon à l'intérieur parce qu'il s'était basé, vous voyez, l'idée c'était de reprendre le concept de la yourte, sauf que voilà, bon dans la réalité des faits c'est des techniques
c'est pas dans la culture constructive locale, pardon, d'utiliser la paille. C'est des savoir-faire qui sont, même si thermiquement c'est très intéressant, après au niveau de la culture constructive locale, si ça prend pas, bon bah là malheureusement le projet il y en a eu qu'un et ça a pas pris par la suite. Ça c'était des chantiers qu'on a vus le long de la route, donc bon là il y a beaucoup de bois pour le coup, donc dans le adapté au contexte tadjik, pardon, ça va être plus compliqué parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de bois, il est importé de Russie, ça coûte très cher, donc il y a vraiment toutes les dimensions à chaque fois à bien réfléchir. Là par contre niveau sismique, vous allez être plus performant dans la mesure où vos murs sont segmentés, donc c'est pas tout un pan qui va, enfin s'il y a un risque. D'autres exemples plus intéressants, donc là par exemple des briques composites terre-paille. Donc là, si je vais peut-être vous dire des bêtises, mais on est à 50% terre, 50% paille, ou même peut-être 60-40. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça renforce ça fait du liant, ça renforce la structure entre guillemets de la brique, et ça augmente également, d'un point de vue thermique, il y a des propriétés intéressantes du fait de l'insertion de la paille dans la terre. Ça, c'était une maison, donc là, pareil, donc un exemple de mur donc des briques de terre crue avec une isolation paille. Donc déjà, il y a des inserts de paille dans la brique, plus une isolation paille et un revêtement en terre crue. Un autre exemple ici, donc là, c'est du porça amélioré, si je peux dire. Donc vous avez une carcasse en béton armé ici, donc le porça qui est au milieu, et il y a des renforcements avec du fil de fer qui passent au travers. Donc l'idée, c'est d'avoir des joints horizontaux pour les questions sismiques. Voilà, donc la synthèse de ça, enfin l'idée de ce study tour, c'était de voir voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, pour comprendre voilà, est-ce qu'on n'a pas des pistes sur lesquelles on peut se baser. Et la synthèse de ça, c'est vraiment voilà, bon, ça paraît logique, mais c'est toujours bien de se le rappeler, de vraiment partir de l'existant, qu'est-ce qui existe déjà et comment, à partir déjà rien que ça, je peux, avec un petit levier d'action et une petite intervention, voilà, rendre le projet plus résilient. Donc ensuite, on est retourné à Dushanbe, on a présenté donc ce rapport d'études à l'équipe dont je vous parlais tout à l'heure, composé donc de l'ingénieur, des 2 artisans de chaque Jamoat, plus de notre équipe d'ingénieurs. On a également présenté les synthèses donc dans les Jamoat, donc là c'est à la mairie, aux autorités locales, par rapport aux artisans. Donc ça c'est d'autres artisans locaux, donc pour voilà, leur demander ce qu'ils en pensent, faire un bilan s'ils avaient des choses à ajouter, et également par rapport aux habitants eux-mêmes. Donc c'est un public très mixte à chaque fois. Ensuite, choix des critères. Donc à partir de ça, on a défini les critères sur lesquels on allait se baser pour développer le projet. Donc voilà, basse énergie, confort thermique, acoustique, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait remonter par rapport à tous les participants, les intervenants que vous avez vus au-dessus. Donc voilà, l'équipe, les artisans, les habitants. Parce que c'est vrai que, comment dire, en fait, on partait vraiment, on ne savait pas si on devait développer un seul modèle, si on devait faire un seul modèle et dire aux gens, voilà, bon, ça c'est un exemple, mais après vous faites comme vous voulez, ou est-ce qu'on donne un modèle tout fait, ou est-ce qu'on fait 4 modèles et des sous-modèles. Vous voyez, donc au niveau de la forme que va prendre le projet, on était vraiment, bon, on avançait au fur et à mesure, quoi. Ensuite, donc définition des principes. Donc voilà, donc on s'est dit, on part de voilà des trucs très simples qu'on peut maîtriser, qu'on peut venir renforcer, complexifier. Donc l'orientation, une isolation extérieure, des buffer zones, augmenter la compacité, sans perdre la ventilation naturelle pour pas créer des problèmes d'humidité, des points de vigilance par rapport aux questions sismiques, et voilà, un déplacement pour la casquette pour pas avoir de surchauffe en été. Le choix des modèles, donc finalement on a décidé de partir sur 2 modèles, une modèle avec 3 chambres et un modèle 2 chambres pour les budgets vraiment les plus serrés. Parce qu'en fait, oui, il faut savoir aussi que là-bas, les projets se font vraiment étape par étape. C'est-à-dire que les hommes vont travailler en Russie, les femmes aussi d'ailleurs, ça arrive. Et ensuite, ils financent le projet, voilà, étape par étape. Donc, on commence en juillet et on finit en décembre d'un coup. Et voilà, des projets, des fois, qui s'étalent sur 3, 4, 5 ans. On commence, on fait les fondations. Puis 4 ans après, il y aura la charpente, etc. Et un modèle 2 étages, donc... là, il y a marqué qui a été abandonné, mais finalement, on l'a conservé.
voilà, pour vraiment les grosses familles avec un peu plus de budget. Et donc ensuite, voilà, une fois qu'on avait défini tous ces critères, ces modèles et ces principes, on a commencé de développer en interne des esquisses de plans en coupe, des petites maquettes. Et ensuite, on retournait à chaque fois. L'idée, c'était vraiment de faire des allers-retours sur le terrain pour confronter ce qu'on proposait directement avec les intéressés, quoi. Donc là, par exemple, mon collègue qui présente des esquisses de plans qui ont été retravaillées par rapport à ce qu'on a reçu des workshops précédents. Et ensuite, voilà, on leur demandait, surtout, dites-nous qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, pourquoi, comment vous imaginez. Enfin voilà, la remontée d'informations devait être vraiment maximale. Ça, c'est une petite synthèse. Donc du coup, le projet, pour faire très simple, 3 chambres, donc orientation plein sud, ça c'est vraiment la base. Voilà. Ensuite, les buffer zones au nord, donc les gens peuvent conserver bien sûr leur cuisine d'été, mais l'idée c'était de leur proposer, voilà, la cuisine elle va être pluguée au nord, c'est-à-dire que voilà, pour les questions d'odeur, etc., culturelles, il n'y a pas de souci, c'est séparé. Après, l'idée c'est vraiment d'augmenter un peu la capacité en les disposant au nord. Bon, c'est un exemple, il y a eu pas mal de variantes. Là, par exemple, c'est une variante qui n'a pas trop marché. Pourquoi? Parce que culturellement, les gens sont habitués à rentrer par la façade principale au sud. Donc, nous, on s'était dit, bon, pourquoi pas justement un peu rechanger le système distributif, de mettre l'entrée au nord, avec un espace ici d'accès directement pour la cuisine, salle de bain, et après, voilà, les portes d'accès pour les 2 chambres, en sachant que voilà, la chambre d'invité, il faut qu'elle ait sa porte dans tous les cas. C'est une unité qui doit fonctionner de manière autonome. Mais l'idée, pour dégager un peu le percement de la façade, pour pas avoir trop de percement de porte en façade sud, on avait tenté ce modèle-là, mais voilà, qu'on n'a pas pu faire passer. Enfin, les gens étaient vraiment pas convaincus. Du coup, là, je vais vous montrer quelques photos de chantier. Voilà, donc là, creusement, la première étape pour les fondations. Là, on voit donc les espaces qui vont être au nord, donc les buffer zones, et ici les zones plein sud. Donc en parallèle de ça, en parallèle du développement du chantier, on faisait des formations sur place directement aux artisans et aux acteurs pour bien leur expliquer les points de vigilance du chantier. Donc par exemple, on leur a fait des petites plaquettes pour leur faire comprendre, voilà, une bonne orientation, c'est important, pourquoi. Si vous avez des percements sur voilà, de style un peu là le style russe, du coup, bon, vous êtes moins performant. Pourquoi voilà, avoir des sas, etc. Donc ça, c'est des petites plaquettes qu'on leur présentait à chaque fois. Là, c'était par rapport au dépassement de la toiture au sud, donc des petites méthodes simples pour que eux puissent calculer leur découpe de matériaux. Là, on commence à avancer dans le projet, on monte les murs. Donc, il y avait également, par rapport au point de vigilance sismique, l'idée, c'était de segmenter aussi la paroi sud, donc avec des montes en bois qui viennent s'encastrer dans les fondations bois aussi, béton, pardon. Voilà, là on voit les murs qui se montent. Oui, donc au final on a retenu pour ce modèle-là la brique de terre crue. Pourquoi? Alors il y a eu un gros débat, est-ce qu'on prend du pisé, donc pour ça ou pas? Beaucoup de gens, donc après ça dépend bien sûr, là le projet qu'on développe, après l'idée c'est que chacun ait voilà, les notions, les critères, les principes clés, mais après ils sont tout à fait libres d'adapter. Enfin nous on va pas dire aux gens comment construire leur baraque bien sûr, hein. C'est juste des explications pour qu'ils comprennent bien là où il faut qu'ils soient vigilants. Et du coup, là, il y avait beaucoup de personnes qui nous disaient qu'ils avaient peur de construire en pisé du fait justement des contraintes sismiques, parce que c'est quelque chose qui est plus friable. Bon, voilà, chacun après a son avis là-dessus. Donc là, on est parti sur des loy blocks avec quand même renforcement avec l'insertion de paille. Donc ça, c'est une technique qu'on a apportée, qu'on a vue au Kyrgyzstan, bon, qui existait très certainement ailleurs dans le pays, mais du coup, enfin, dans cette zone-là en particulier, ça n'existait pas et les gens ont plutôt bien accepté. Là, on voit la façade nord, du coup, avec quelques percements pour la ventilation. Bon, alors par contre, c'est vrai que ventilation, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'extracteur, il n'y a pas de VMC, c'est très, on reste rudimentaire, mais voilà, on fait avec le contexte. Ça, c'est la fine équipe. Ensuite, pour l'isolation de la toiture, là, on a pris des roseaux, donc parce qu'il y avait pas mal de roseaux dans la région. Du coup, au-dessus, avec donc voilà, roseaux. Ensuite, revêtement encore terre par-dessus. Après la charpente. Ça, donc là, c'est actuellement, donc c'est pas encore fini. Vous avez, il manque encore l'isolation par l'extérieur.
Donc par rapport aux matériaux, il y avait un moment un artisan qui nous a suggéré une bonne idée, c'était au vu de la quantité de moutons et des pâturages environnants, de récupérer cette laine voilà, pendant la saison des tontes, parce qu'il y en avait pas mal qui n'est pas utilisé, et de s'en servir comme isolant pour soit les combles, soit les murs, etc. On n'a pas eu le temps malheureusement de s'engager à fond dans cette solution. Et puis on avait aussi la contrainte du comité technique qui était pour le coup malheureusement pas très axé sur tout ce qui est matériaux locaux, etc. Donc eux, ils voulaient voilà, de la laine de verre ou du polystyrène, donc des matériaux, on va dire, un peu plus conventionnels. Bon, après, voilà, si les gens à terme, enfin moi j'espère qu'à terme ça pourra se développer, on verra. Et avec, voilà, à chaque fois, par exemple, ça va être la pièce d'hiver. En fonction, si vous en chauffez deux, vous pouvez, là, en rouge, c'est la zone qui va être isolée. Donc, en fonction, voilà, du niveau d'isolation de votre maison, on a fait des estimations de prix pour que les gens puissent se rendre compte à peu près de combien ça leur coûterait. Alors bon, bien sûr, il va y avoir des ponts thermiques, il va y avoir tout ce, voilà, bon, une fois de plus, on fait ce qu'on peut. Voilà un détail donc du coup de l'isolant un peu classique, le revêtement. Et la maison, là c'est le stade actuel, ouais. Donc il manque encore l'isolation par l'extérieur, les toits. Oui, au final, j'ai pas parlé de la toiture, mais comme quoi pour vous montrer que la remontée d'informations à la base est vraiment capitale. On était parti, quand on a commencé à développer le projet, sur du 2 pentes, un peu sans trop se poser de questions de savoir pourquoi. Bon, il y avait vraiment 50 000 paramètres à gérer. Bon, et puis il y a aussi, c'est un pays qui est assez corrompu, donc on a eu, bon, enfin, c'était assez complexe à gérer. Et du coup, au final, donc une fois que les gens avaient monté leur mur, l'artisan revient me voir, il me fait bon, tu sais, ici on fait plutôt du 4 pentes. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose dont c'est un peu évident la question de se poser dès la base. Et c'est par exemple quelque chose qui était passé à la trappe au début, comme quoi pour se rendre compte qu'à chaque fois, il faut toujours le retourner, questionner les gens, savoir observer aussi qu'est-ce qui existe, pourquoi les choses sont comme ci, pourquoi les choses sont comme ça, etc. Et voilà. Je sais pas si... Donc si je devais conclure vite fait, donc là c'est vraiment des exemples où les processus de développement des projets sont quand même différents, et à chaque fois, donc voilà, il n'y a pas de méthode fixe. Il y a juste des hypothèses de réponse, des tentatives de réponse, des manières de fonctionner différentes. Et l'idée, je pense que le mot-clé, c'est voilà, à chaque fois de bien effleurer la complexité du contexte en amont pour vraiment bien prendre conscience de là où on va s'inscrire. Parce que la remontée d'informations, le niveau de remontée d'informations que vous avez au début, mais même pendant tout le long de votre chantier, il va vraiment impacter sur votre empreinte écologique finale, à mon sens. Voilà.